Elle t'a fait croire que l'amour, ça fait mal. Alors aujourd'hui, tu confonds douleur et amour. Bienvenue dans le podcast Les briseuses de cycle, le podcast des femmes qui refusent de transmettre la douleur qu'elles ont reçue. Bonjour, je suis Naira, coach alchimiste et briseuse de cycle. J'ai réussi à briser le cycle des traumas et aujourd'hui j'aide les femmes comme toi qui ont grandi dans des familles toxiques à guérir de leurs traumas et enfin guérir des relations toxiques. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait mal. Comment est-ce que la violence que ta mère t'a infligée quand tu étais enfant continue de se répéter dans ta vie actuelle, dans tes relations? Est-ce qu'aujourd'hui tu te rends compte que tu t'accroches trop, comme dans l'épisode dont on parlait la dernière fois? Tu t'accroches trop dans des relations qui te font mal? Ou est-ce qu'à l'inverse, tu fuis absolument l'intimité? Tu as du mal à t'engager? Tu veux que des relations légères, sans engagement? Est-ce qu'à chaque fois que tu tombes sur un mec bien, où tu sens que lui, il pourrait te rendre heureuse, bah, tu lui fais mal ou tu le fuis parce que tu as peur de t'attacher? Alors ça, c'est les conséquences d'avoir eu une mère violente quand tu étais enfant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mère violente? C'est quoi déjà la violence? La violence, c'est pas forcément que les coups. La violence, c'est psychologique, c'est physique et c'est sexuel. Tu remarqueras que j'enlève la première lettre de ce mot pour éviter d'être striké par les réseaux. Mais je pense que tu comprends de quoi je parle. Alors, violence psychologique, c'est quoi? Ça va être des critiques, constamment, sur ce que tu fais. C'est jamais assez bien. Je vais te donner un exemple. Quand j'étais gamine, j'avais 19 sur 20 à l'école primaire, j'avais 19 sur 20, et ma mère, que j'appelle aujourd'hui ma génitrice d'ailleurs, pour bien marquer cette distance, j'ai envie de dire vitale, oui, cette distance vitale que j'ai mis entre elle et moi, pour éviter d'être la même mère qu'elle a été avec moi, pour éviter de l'être avec mon enfant. Donc pour ça, j'ai mis une distance vitale entre elle et moi, pour dire stop et briser le cycle. Donc pour en revenir à mon exemple, quand j'avais 19 sur 20 à l'école, la seule chose qu'elle trouvait à me dire, c'est « Et pourquoi tu n'as pas eu 20 ?» Donc ça peut paraître pas forcément ni violent ni méchant, et pourtant derrière ça, il y a une violence extrême parce qu'elle est sournoise, elle est cachée, elle est induite, elle est subtile. Et la croyance qui a été générée en moi suite à ça, c'est quoi que je fasse, je suis jamais assez bien. Ce qui a créé en moi un perfectionnisme maladif. Quand je dis maladif, c'est maladif, handicapant au plus haut point, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai du mal à créer quoi que ce soit. À chaque fois que je veux créer, faire quelque chose qui part de moi, qui part de mon intention, qui n'est pas une tâche à exécuter comme on ferait dans un boulot salarié, mais quand je veux créer quelque chose, à partir de mon essence, de ma vérité, de mes dons, de mes talents, je suis bloquée. Je travaille là-dessus aujourd'hui, notamment via ce podcast, qui, je l'espère, s'inscrira dans la durée et qui, je l'espère, trouvera ses auditrices et aura un impact réel sur leur vie. Mais pour en revenir à ça, une simple phrase aussi basique, pourquoi est-ce que tu n'as pas eu 20,
a des effets extrêmement dévastateurs sur l'estime de soi, sur la personnalité de la personne et m'a empêché pendant de nombreuses années d'aller au bout de mes projets, de mes rêves, de mes ambitions, puisque j'avais cette croyance engrammée à l'intérieur de moi, ce n'est pas assez bien, c'est jamais assez bien. Si c'est jamais assez bien, je vais pas le montrer, je vais pas l'exposer, je vais pas le partager, je le garde pour moi. Je vais pas au bout, j'abandonne en cours de route, tu vois. Et ça donne beaucoup comme ça de projets inachevés parce que c'est jamais assez bien. Donc ça c'est un type d'exemple qu'on a pu avoir vécu. Tu vois, donc c'est pas forcément les grosses insultes. Donc les grosses insultes aussi j'en ai eu et ça fait partie aussi de la violence. Donc la violence ça va être des insultes sur ton physique, t'es grosse, t'es moche. Ça peut être, donc la violence, ça peut être aussi plus subtil, comme des exemples que je t'ai dit avant. Oui, mais tu aurais pu faire ça comme ça, et pourquoi t'as pas fait ça comme ça, et pourquoi t'as pas eu 20. Ça va être de la comparaison aussi entre toi et les autres enfants, ou les autres filles de la famille, de la fratrie. On le verra plus tard, la personnalité narcissique adore diviser pour mieux régner. Donc elle va faire en sorte d'être le pivot de la famille et de semer la zizanie, la rivalité, la compétition entre les enfants, pour qu'il n'y ait aucun lien d'amour et d'affection entre eux et qu'ils soient tous le plus dépendants possible d'elle. Voilà, on en parlera plus tard des personnalités narcissiques. Donc, au sujet des violences. Donc les violences, c'est ça. Ça va être critique, dévalorisation, humiliation. Ça va être aussi du chantage affectif. C'est un type de violence. Oh, mais si tu me laisses seule à la maison, tu vois, pour en revenir au sujet de l'épisode précédent, la dépendance affective. Si tu me laisses seule à la maison, mais moi je sais pas comment je vais faire. Je suis pas bien. Je peux pas rester seule. Il faut que tu restes avec moi. Oh non, non, mais ne va pas en vacances avec tes copains, t'imagines, tu seras loin. Moi, j'ai mon examen médical la semaine prochaine qui va m'emmener et va m'annoncer les résultats. Et si c'est négatif, comment je vais faire? Elle te fait porter la responsabilité de sa santé mentale, de son bien-être, de sa survie sur le dos. C'est de la violence qui passe, là, pour l'exemple, par du chantage affectif. L'épisode de la dernière fois, je t'ai dit comment est-ce que le manque d'amour et d'affection de ta mère a fait de toi une dépendante affective? Mais j'ai pas parlé de la mère dépendante affective, qui crée aussi une fille dépendante affective, ce qu'on appelle une relation de codépendance. Ça, je vais me le noter pour un prochain épisode. C'est une situation que j'ai également vécue et qui donne lieu à une relation fusionnelle. Quand on voit ça de prime abord de l'extérieur, on se dit oh c'est tout mignon, elles ont une relation fusionnelle, etc. Mais c'est pas tout mignon du tout, c'est tout sauf mignon, puisqu'en fait cette relation fusionnelle en fait aspire, elle t'aspire toi. Tu n'existes pas en tant qu'individu, tu n'es pas toi, tu n'as pas ton identité propre, tu n'as pas ton raisonnement propre. Et donc, tu es complètement fondu, aspiré dans ta mère et dans la relation avec ta mère. Et, et ce qui va faire de toi une dépendante affective. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Donc un autre type de violence, c'est le contrôle permanent, l'hyper-contrôle. Tu vas où, avec qui, pourquoi. Alors en fonction de l'âge, on va dire c'est normal que ta mère sache où elle va, avec qui, pourquoi. Voilà, c'est pour ta sécurité, d'accord. Allez, passer la majorité, de devoir rendre des comptes à sa mère, ça, on va dire, ça peut être amené au débat. Parce que si tu habites chez elle, elle peut aussi, elle a le droit, si c'est chez elle, c'est ses règles encore. Donc elle a le droit encore, on peut dire, de t'imposer une heure maximale de rentrée ou de la prévenir que tu ne vas pas rentrer. Voilà, ça c'est des considérations en matière de règles familiales, on se met d'accord, etc. Mais quand je parle de contrôle, c'est vraiment le contrôle, quoi. C'est choisir avec qui tu te mets en couple, choisir tes tenues, choisir tes études, les études que tu vas suivre, le métier,
Si par exemple tu lui fais part d'une envie de déménagement ou de t'installer dans une autre région ou un autre pays, elle te l'interdit, ce qui est souvent lié aussi à la dépendance affective et au chantage affectif. Non, mais t'imagines, tu vas pas me laisser, et moi, je vais pas rester là, ici, toute seule, etc. Et un autre type de violence, ça va être les intrusions dans ton intimité. Donc ça rejoint un peu ce que j'ai dit avant, c'est choisir ton compagnon. Alors quand tu es en couple, ça va être, elle va vouloir tout savoir sur la vie de votre couple, que tu lui racontes tout, hein, que elle soit la première personne vers qui tu vas quand vous êtes en dispute. Euh, Ce qui rejoint d'ailleurs un autre sujet dont je parlerai la semaine prochaine, qui est le sujet des mères incestuelles. Voilà, j'en parlerai la semaine prochaine. Affaire à suivre. Alors, le fait aussi de te faire porter ses propres émotions, ses frustrations, ses peurs, etc., c'est aussi une violence. Donc, on va maintenant entrer en détail sur comment est-ce que ton cerveau a été programmé alors que tu étais petite fille. Si tu as subi beaucoup de violences psychologiques, beaucoup de critiques, de dévalorisation, de je suis pas assez, c'est jamais assez bien, de comparaison, etc., bah forcément, les conséquences, c'est une faible estime de toi, une faible confiance en toi. La différence entre l'estime de soi et la confiance en soi, elle est subtile mais très importante. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne à nous-mêmes. Est-ce qu'on estime être une personne d'une bonne valeur, pas forcément d'une haute valeur, mais avoir une bonne valeur, on s'estime. Donc si on s'estime, on ne va pas accepter des comportements qui nous manquent de respect, ou on ne va pas se mettre en couple avec n'importe qui, ou dans des relations qui nous font du mal. Voilà, ou alors un exemple un peu plus léger, on ne va pas accepter un boulot sous-payé. Voilà, parce qu'on estime que nos compétences ont telle valeur et donc on ne va pas se brader. Voilà, ça c'est l'estime de soi, la valeur qu'on se donne. Il y a aussi l'image de soi, est-ce qu'on se plaît physiquement, etc. L'estime de soi, donc la valeur. Et enfin, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est le fait de se faire confiance, comme son nom l'indique, mais plus sur le plan des actions. C'est-à-dire, je sais que j'ai la capacité de rénover cette maison. Je sais, j'ai confiance en moi dans ma capacité d'être une bonne maman, d'arriver à bien éduquer mon enfant. J'ai confiance en moi dans la capacité d'éduquer ce chiot. J'ai confiance en moi dans la capacité d'organiser cette fête. J'ai confiance en moi dans la capacité d'organiser ces vacances. J'ai confiance en moi dans la capacité d'obtenir ce poste et d'être une collaboratrice compétente et qui, qui remplit complètement les attentes du poste. Voilà. La confiance en soi, c'est pas la valeur qu'on se donne en tant que personne, mais c'est la confiance en fait qu'on s'accorde quant à notre capacité à achever telle ou telle tâche. Voilà, c'est plus dans l'action. Et l'estime, c'est plus dans l'être, les qualités qu'on a, la valeur qu'on se donne, les valeurs qu'on a. Tu vois? Donc, forcément, si tu as eu une mère qui t'a violenté psychologiquement, tu as une faible estime de toi. Euh, et inconsciemment, si elle a créé en toi cette mémoire de perfectionnisme maladif, tu vas avoir tendance à avoir une faible confiance en toi. Pourquoi? Parce que comme je te l'ai dit, perfectionnisme maladif fait que souvent tu vas pas au bout de tes projets, tu, voilà, comment on dit, tu tues le projet dans l'œuf, c'est comme ça qu'on dit. Bon, tu vas pas au bout, et si tu vas pas au bout, bah, au bout d'un moment, un, deux, trois projets inachevés, bah, ta confiance en toi elle diminue parce que tu te dis, bah, finalement, je suis pas capable d'aller au bout, de mener à bien mes projets, de réaliser des choses. Mais en fait, c'est un cercle vicieux. Si tu ne vas pas au bout, c'est parce que justement tu veux tellement bien faire
que pour toi, tout ce que tu crées n'est jamais assez bon, ne trouve pas grâce à tes yeux, donc tu lâches, tu abandonnes, tu vois. Une autre conséquence, donc cette fois-ci sur le plan des relations, c'est que donc pour résumer, hein, on parle bien de violence psychologique, mais aussi physique. Donc forcément, si tu as été violenté physiquement, donc frappé, battu quand tu étais enfant, les conséquences, c'est que tu es en insécurité dans ton corps, tu as certainement un trouble du stress post-traumatique. Donc si c'est arrivé une fois ou deux, tu souffres certainement d'un stress post-traumatique simple. Voilà. Si c'était répétitif pendant toute ton enfance et pendant de longues années, tu souffres pardon, certainement du trouble de stress post-traumatique complexe. On en parlera aussi plus tard. Et ce stress post-traumatique fait que tu es en état d'hypervigilance, en état d'alerte constante, que soit tu t'ouvres trop parce que tu n'as pas développé cette capacité d'autoprotection, soit tu ne t'ouvres pas du tout, tu es fermé à tout type de relation, donc tu es fermé aux autres de manière générale, puisque tu as peur, tu as l'impression que les autres égale danger. Ouais, tu as l'impression que les autres égale danger. Le stress post-traumatique, c'est aussi problème de sommeil, insomnie, troubles du comportement alimentaire. On verra aussi plus tard comment est-ce que cette enfance, ces traumas dans l'enfance, euh, ont créé une relation malsaine avec la nourriture et ont fait que tu as développé des troubles alimentaires. Il y a énormément de sujets à développer en lien avec le fait d'avoir grandi dans une famille toxique. En fait, on ne s'imagine pas, et je trouve qu'aujourd'hui on n'en parle pas assez, euh, des conséquences multiples, variées, extrêmement négatives, handicapantes, dévastatrices sur la vie, sur ta vie en tant qu'adulte, sur tes relations, sur ta santé autant mentale que physique, puisqu'on peut même être amené à développer des maladies auto-immunes, des maladies très graves, à cause de traumas non guéris, tu vois, à cause de croyances induites dans l'enfance, croyances destructrices, à cause d'un manque d'affection ou d'abus, dans tous les sens du terme. Et donc ça m'amène à parler du troisième type de violence, la violence sexuelle. Alors, la violence sexuelle, c'est pas forcément l'inceste. Ça peut, mais ça peut être un contexte incestuel où il n'y a pas, où il y a pas forcément de passage à l'acte. Donc, je m'explique. Un contexte incestuel, ça va être un manque de respect de tes limites corporelles. Ça va être continuer à te prendre la douche, je sais pas moi, passer 8 ans, 9 ans, 10 ans, elle continue de te prendre la douche. Ça va être entrer dans ta chambre sans toquer à l'adolescence, passer l'adolescence, ouvrir comme ça d'un coup la porte. Ça va être fouiller dans tes affaires sans te prévenir. Ça va être fouiller ton téléphone, chercher ton journal intime. Ça va être t'espionner, regarder tes conversations. Ça va être écouter tes conversations au téléphone. Ça va être quand tu es en couple, comme je te disais tout à l'heure, te questionner constamment sur comment ça va, comment il va, même te poser des questions même sur la sexualité. Alors, qu'elle te parle de sexualité parce qu'il faut avoir une éducation sexuelle, c'est une chose, dans un but préventif pour t'amener à te protéger, à mettre des contraceptions, etc., c'est une chose. Te faire apprendre le consentement, etc., oui. Mais quand c'est constant, que tu sens qu'il y a même un petit côté malsain, c'est un climat incestuel. Il y a aussi le fait de ne pas avoir de frontières suffisamment claires entre la vie amoureuse du couple parental, si tu as grandi avec des parents encore ensemble en couple, donc qu'ils aient des signes d'affection plus devant toi, devant les enfants,
c'est un climat incestuel. Qu'ils s'embrassent, qu'ils se prennent dans les bras, c'est ok. Mais se galocher, excuse-moi du terme, pendant un quart d'heure, 20 minutes devant les enfants, qu'elle lui monte dessus, qu'elle s'assoie sur lui devant les enfants, comme si elle était une midinette de 15 ans, c'est un climat incestuel. Il y a des limites à respecter entre la vie de couple et la vie familiale en tant que parent devant les enfants. Il y a aussi, c'est bien pire, le fait d'entendre ses parents ou sa mère avec le beau-père, bon, qui représente le couple parental en tout cas, avoir des relations sexuelles. Donc les enfants entendent le couple parental copuler, prendre du plaisir. Voilà, ça va être aussi des intrusions comme laisser des sextoys traîner devant les enfants, des tenues sexy. Bon, un ensemble classique, ça va, mais des tenues avec fouet, je ne sais quoi, tu vois. Ça va être tout ce qui tourne autour de la sexualité des parents qui n'a pas à être mis devant les enfants, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est un climat incestuel. Voilà, ça peut être des livres à tendance pornographique, ça va être allumer la télé familiale, hein, ou l'ordinateur familial auquel tout le monde a accès, hein, tous les enfants, du plus petit au plus grand âge, et trouver des choses à caractère sexuel. Donc ça, c'est un climat incestuel. Il n'y a pas de passage à l'acte, il n'y a pas eu d'inceste, mais il y a un manque de respect des limites de l'enfant qui peuvent être tout aussi traumatisantes d'entendre ses parents. Tu vois, là, j'ai failli faire un lapsus révélateur. J'ai dit entendre ses enfants. J'allais dire entendre ses enfants copuler, entendre ses enfants avoir un rapport sexuel. Tu vois, j'ai fait un lapsus révélateur, ce qui montre bien que dans ce cas-là, les parents qui agissent ainsi agissent comme des enfants, c'est-à-dire les rôles sont... C'est complètement mélangé, tu vois. Il y a un mélange des rôles, il y a une absence claire de limite, et la limite, c'est la structure, c'est le cadre et c'est la sécurité, tu vois. Pour qu'un enfant se sente en sécurité, oui, il sait que ses parents s'aiment, il se doute bien qu'ils ont une vie sexuelle, mais la limite, c'est de notre domaine privé, c'est notre intimité à tous les deux. Comme un parent n'a pas à se montrer nu devant son enfant. Ça, c'est un climat incestuel, quand c'est le cas. Donc, ce qui se passe quand tu as grandi dans ce climat incestuel, je le développerai dans un autre épisode, parce que il y a des choses à dire. Mais c'est pour te dire qu'effectivement, ça fait partie du type de violence qu'on a pu subir et qui fait que, bah, résultat adulte, tu confonds amour et violence, n'arrives pas à mettre de limites claires sur ton intimité, l'intimité des autres. Tu comprends pas cette notion d'intimité puisqu'elle n'a pas été respectée chez toi, tu vois. Donc, exemple, tu vas pouvoir aller aux toilettes la porte ouverte alors que ton compagnon est dans la salle de bain. On va dire, oh, c'est mignon, ils sont fusionnels, ils partagent tout. Non, mais t'as pas besoin de partager ta matière fécale avec ton compagnon. C'est un signe. Si vous faites ça, c'est un signe qu'il y a il y a quelque chose de malsain et il y a une notion de limite non respectée dans le couple. Euh, donc, pour en revenir aux conséquences d'avoir vécu des violences dans l'enfance par ta mère, c'est que tu attires et tu es attiré par des hommes potentiellement violents, donc violents psychologiquement, physiquement, mais aussi sexuellement, qui vont, euh, qui vont commencer par de la violence psychologique, et puis quand ça va monter d'un grade, ça va être de la violence physique, et puis ça peut aussi être de la violence sexuelle. Le viol conjugal, ça existe, malheureusement. Euh, et c'est comme si inconsciemment, dans tes relations, tu attends les coups. C'est très grave ce que je viens de dire, hein, j'en ai conscience. Mais il y a une part de toi, comme elle a grandi comme ça, elle a grandi sous les coups, et que tout de suite après, le parent qui l'a frappé la couvrait de cadeaux, lui demandait pardon, etc., ou faisait comme si de rien n'était, encore pire, j'ai envie de te dire, eh bien, eh bien tu as
confondu, bah, tu t'es dit amour égale violence. Amour égale coup, amour égale coup, amour égale, amour égale coup, amour égale violence, amour égale... Et c'est ça qui a fait que tu as accepté et que tu attends ça en fait. Excuse-moi, hein, j'ai eu un petit bug parce que j'ai été dérangée. Mais pour en revenir, tu attends ça. Moi, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple d'une relation pendant laquelle je suis restée pendant 3 ans, où, au début, il était tout gentil, même trop gentil. Ça me paraissait bizarre. Et à cause de ça, eh bien, je m'ennuyais. Et en même temps, je voulais rester avec lui parce que je voulais une relation dans laquelle j'étais respectée. J'avais l'impression d'être respectée, dans laquelle j'avais de la liberté, contrairement à la relation d'avant où c'était tout l'inverse. Je t'en parlerai plus tard. Je te parlerai de cette relation. Mais donc cette relation où j'étais au début respectée, mise sur un piédestal, où c'est moi qui prenais les décisions dans le couple, où il faisait tout pour moi, il était toujours là pour moi, il me soutenait, enfin bref, c'était mon meilleur ami et en même temps mon compagnon. Eh bien, c'est comme si inconsciemment, il y avait une part de moi qui cherchait à ce qu'il me frappe. Et inconsciemment, à l'intérieur de moi, il y avait une part de moi qui cherchait à ce qu'il me violente. Parce que c'est ce que j'avais connu. Dans l'enfance, j'ai été battue par l'ex-mari à ma mère. Et bah pour rien, hein, sans raison, hein. Vous savez, les hommes violents n'ont pas besoin de raison pour sortir leur violence. Ils expriment leur frustration et leur violence sur les enfants, puisque les enfants sont par définition vulnérables, fragiles, incapables de se défendre. Et bah, ils tapent sur ce qu'ils ont autour d'eux. Donc c'est ce qui m'arrivait. Donc, après des crises de colère intenses, c'était tiens, je te donne de l'argent, tu vas aller au cinéma. C'était tiens, je t'ai ramené plein de vêtements du magasin de vêtements où je travaille. C'était, tu vois. Et donc, bah, j'ai associé amour avec coup, avec violence. Et dans cette relation-là, c'est ce qui se passait. Au début, je m'ennuyais parce que cet homme me respectait trop, limite trop. Je me disais, mais ça va pas. Et donc, inconsciemment, il y avait une part de moi qui le provoquait, qui voulait provoquer sa colère, qui voulait provoquer sa violence. Et pendant 3 ans, ça a été ça. Je lui ai fait beaucoup de mal. Donc, j'en parlerai aussi plus tard. Dans une relation toxique, il y a le triangle de Karpman qui entre en jeu. C'est un système dans lequel les deux personnes en couple ou dans une relation amicale vont jouer soit le rôle de la victime, du bourreau et du sauveur. Et ces rôles sont interchangeables. On peut passer de la victime au bourreau, au sauveur, etc., etc. Et donc moi, dans cette relation, j'ai été pendant 3 ans la bourreau. Je testais ses limites. Je voulais réveiller sa violence. Voilà, j'étais sa bourreau. Jusqu'au jour où, au bout de 3 ans de relation, il a pété un câble. Et ben, la partie inconsciente de moi se disait ah bah enfin, c'est ce que je connais, enfin, c'est familier. Et bon, après, il faut dire qu'il a aussi été violent hein, pendant les 3 ans. Il y avait, comme je t'ai dit, c'était par phase. Il y avait des phases où j'étais bourreau, des phases où j'étais victime. Mais il était vieux avant d'en arriver à ce jour où il a failli me tuer sous ses coups. J'ai failli mourir littéralement sous ses coups. Ça faisait 3 ans, il n'avait pas jamais levé la main sur moi. Au bout de 3 ans, il a en une seule soirée, non, c'était pas la soirée, c'était le matin. En moins de 15 minutes, il a failli me tuer sous ses coups. D'accord. Mais ça faisait 3 ans que ça montait crescendo et qu'on était dans une relation toxique, codépendante, extrêmement addictive, pendant lesquelles je suis passée de victime bourreau, victime bourreau, victime bourreau, sauveur. J'ai voulu également le sauver. Et en fait, avant ce jour-là où il m'a frappée, au point où il m'a quasiment tuée, il a été violent d'autres manières. Il a été violent psychologiquement.
Voilà. Donc, ça, c'est un exemple. C'est un exemple pour te dire à quel point on cherche ce qui est familier. Et juste pour t'en finir avec la petite anecdote, ensuite, il y a eu une procédure judiciaire, etc., puisque je n'ai pas appelé la police, elle est arrivée toute seule, la police. Les voisins m'ont entendu crier, ils les ont appelés, ils sont venus. Suite à ça, il y a eu une procédure judiciaire qui fait que il a eu une mesure d'éloignement. Et bizarrement, très bizarrement, mais en même temps ça se comprend, ma psyché complètement détraquée de par toutes les violences que j'ai vécues dans l'enfance a fait que je ne me suis jamais sentie autant amoureuse de cet homme qu'après cette violence, qu'après cet épisode de violence, je ne l'ai jamais autant aimé. Alors attention, c'était pas de l'amour, hein, c'était de la c'était de la codépendance affective de la toxicité. C'était de la toxicité, c'était de la toxicité qui a fait que j'étais comme sur un petit nuage et que après cet épisode de violence extrême, on s'est vu alors qu'on n'avait pas le droit de se voir, qu'il y avait une mesure d'éloignement et c'est comme si je l'avais jamais autant aimé. Il y a une part de moi qui était plus amoureuse que jamais à partir du moment où il m'avait frappée jusqu'au point où il allait me tuer. Voilà, pour te dire jusqu'où la toxicité peut aller. Aujourd'hui, Dieu merci, j'en suis sortie, j'ai guéri. Je suis passée par un épisode, j'ai demandé à être placée en hôpital psychiatrique pendant 2 mois. Un mois, je suis restée et ça m'a fait le plus grand bien. J'ai pu me poser, réfléchir sur comment est-ce que j'en étais arrivée là. Et j'ai pu enfin mettre de la conscience sur l'extrême toxicité de cette relation. Et j'ai commencé petit à petit mon processus de désintox. Parce qu'une relation toxique, c'est une relation aussi addictive que l'héroïne. Il faut le savoir. Et que pour en sortir, c'est des mois et des mois de sevrage. On commence par le sevrage, le no-contact. Et petit à petit, on en guérit. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc pour en revenir sur les conséquences de la violence que t'as fait subir ta mère sur tes relations amoureuses, donc forcément tu attires et tu es attiré par des hommes violents qui ont eux-mêmes cette violence à l'intérieur d'eux. Inconsciemment tu attends les coups, tu attends la violence et bizarrement quand la violence a été quand tu as subi de la violence, tu as l'impression que tu es plus amoureuse qu'avant. Mais c'est pas que tu es maso, c'est pas que tu es folle, c'est que tu vis quelque chose de familier que tu as connu dans l'enfance et que tu as confondu avec de l'amour. Donc tu te dis bon bah voilà, il m'aime. Voilà. Aussi fou que ça peut paraître, mais c'est ça que tu. Il y a une part à l'intérieur de toi qui te dit bon bah voilà, il m'aime. Il m'a frappé, et voilà, bah il m'aime. Voilà. Tu peux également tomber sur des partenaires froids, distants, qui te méprisent, qui jouent avec toi, qui sont là mais pas là. Voilà. Les conséquences, c'est que bah voilà, tu confonds violence et passion. Et tu peux aussi être, si tu as vécu dans un climat incestuel, mais on en reviendra plus tard, tu as vécu des violences sexuelles, si tu as vécu dans un climat incestuel, mais que également si tu as été victime, pardon, si tu as été victime de violences sexuelles dans l'enfance, les conséquences, c'est que tu es hypersexualisé, puisque tu as engrammé le programme de je suis un objet sexuel. Je suis là pour satisfaire le plaisir des autres. Je suis là pour satisfaire le désir des autres. Donc, ce qui crée comme conséquence que tu n'as pas de notion de consentement. N'importe qui peut te prendre et t'utiliser pour satisfaire son plaisir. Tu ne sauras pas dire non. Tu vas te retrouver dans une situation soit de dissociation ou de freeze, c'est-à-dire tu ne bouges plus, tu vois. Mais ça, on en reviendra parce que c'est vraiment un sujet à part. Mais voilà, tu vas pouvoir te retrouver aussi dans des relations où tu vas de nouveau être victime de violences sexuelles, notamment de viols conjugaux. Voilà. Ou bien, à l'inverse, tu vas être complètement coupé de ton désir, frigide,
tu n'as plus de libido, tu n'arrives pas à prendre du plaisir avec ton corps et tu ne veux plus entendre parler de cette notion de sexualité. Voilà, ça peut être une des conséquences d'avoir été victime de violences sexuelles dans l'enfance. Dans tes relations amicales, la conséquence d'avoir eu une mère violente, c'est que tu te méfies de tout le monde, tu as du mal à t'ouvrir, tu te renfermes sur toi-même, tu n'oses pas demander de l'aide parce que tu considères que l'aide est dangereux, les autres sont dangereux, s'ils t'aident, qu'est-ce qu'ils vont attendre en retour, etc. etc. Tu, voilà, en gros, c'est ça dans tes relations amicales. Et tu peux également attirer des relations amicales toxiques avec des femmes. Donc, tu vas attirer des copines, des amis qui vont te faire revivre la relation que tu as eue avec ta mère. Donc, si ta mère t'a violenté psychologiquement, tu vas te retrouver dans des relations amicales où ta copine, ton amie, te fait revivre les mêmes violences. Donc, elle va te jalouser, elle va te critiquer, t'humilier, te manipuler. Voilà, abuser de ton temps, de ta gentillesse, etc. On parlera aussi plus tard des relations amicales toxiques. Alors, cet épisode aujourd'hui, il était très lourd. On a parlé de beaucoup de choses. Donc, pour en revenir à comment est-ce qu'on continue ce processus de guérison, la première étape, c'est toujours la même chose, c'est la prise de conscience. Identifie les violences que ta mère t'a fait subir quand tu étais enfant. Quel type de violence? À quel moment? Et ensuite, sincèrement, je pense que c'est mieux d'être accompagné. Le processus de guérison, ça va être d'aller revivre ces épisodes de violence en les réécrivant. Ça peut être par l'hypnose, par le FT, dans une dimension plus spirituelle, par la méditation. Et je pense que pour que tu te sentes suffisamment sécurisé, c'est important d'être accompagné. Sinon, tu peux essayer seul, essayer d'aller te... Moi, ce que je crains, c'est que ça te mette en dissociation et ça réactive ton trauma. C'est pour ça que je ne te conseille pas d'aller plonger dans ces moments de violence que tu as vécu seul. Je t'invite vraiment à le faire accompagner. Si ça te parle, n'hésite pas à me contacter. Tu as mon adresse email en dessous. Tu as mon lien pour prendre rendez-vous pour un appel. Et on peut en discuter, voir comment est-ce qu'on peut aller guérir ça ensemble. Sinon, voilà, déjà, identifier les violences que tu as subies, c'est une première étape. Tu peux les noter. Tu peux te faire une frise. Ce que tu peux faire aussi, c'est une frise chronologique de ta naissance jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à l'âge que tu veux. Et si tu te rappelles à peu près les âges ou les périodes, voilà, te noter les événements traumatiques, les événements violents que tu as vécus, que ta mère t'a fait vivre, parce qu'en l'occurrence, là, on parle de la mère. Donc après, il va s'agir toujours de la même chose, de réapprendre à t'aimer. Alors, on entend souvent parler du pardon, de l'acceptation, etc. Moi, j'estime que c'est pas nécessaire, surtout dans un premier temps. Ça dépend où tu en es dans ton processus de guérison. Mais je pense que plus que le pardon, ce qui est fondamental pour éviter de continuer à revivre des situations qui te font souffrir, qui te violentent, pour éviter de te retrouver constamment avec des faux amis et des conjoints qui te maltraitent, clairement, c'est la première étape, juste après la prise de conscience, c'est l'autocompassion. Et c'est primordial. Surtout que la blessure de la mère, le fait d'avoir eu une mère qui n'a pas répondu à tes besoins, qui n'a pas suffisamment comblé ta jauge d'amour, crée en toi ce manque d'autocompassion, puisque c'est la mère qui est censée t'apporter cette douceur, le fait de te prendre dans les bras, de te consoler quand tu t'es fait mal,
quand tu as souffert, de t'encourager. C'est la mère qui apporte cette énergie d'autocompassion. Si tu en as manqué quand tu étais enfant, c'est vital de commencer par ça. C'est absolument vital de commencer par l'autocompassion. Donc avant d'aller chercher pardonner tes bourreaux, déjà te prendre dans les bras toi au moment où tu as vécu cette violence et pleurer. En fait, c'est nécessaire de pleurer avec cette petite fille, ce bébé qui a souffert à cet instant T, et la prendre dans les bras et pleurer. Ne pas chercher à minimiser, à te dire c'est ok, ça va aller, c'est fini maintenant. Non, non, c'est pas fini dans la tête de l'enfant et du bébé au moment où ça arrive. C'est pas fini, c'est en train de se passer. Et effectivement, tant que c'est pas guéri, ça continue d'être en train de se passer aujourd'hui dans le présent. Même si toi, dans le présent, tu vis ta vie dans l'instant T et que cet incident a eu lieu dans le passé, mais la partie de toi qui a vécu ça est continuellement en train de le vivre tant que c'est pas guéri. Donc la première étape, c'est, si tu en as le courage et l'envie, c'est d'aller accueillir cette part de toi, mais de l'accueillir pleinement et de la laisser s'exprimer. Si c'est de la colère qui vient, eh bien exprime ta colère, exprime ta rage d'avoir été traité si injustement, d'avoir été autant maltraité et violenté. Exprime ta rage. Tu vois, si tu peux, va en forêt et crie, ou va dans ta voiture, mets la musique à fond et crie jusqu'à plus voix, en te reconnectant à cet instant-là, à ce truc horrible que tu as vécu. Si c'est pleurer, pleure. Si c'est rester 1 heure prostré, te prendre dans les bras, te câliner, pleurer, fais-le. De toute façon, ce qui doit être fait se fera. Tu sais, le corps, il a cette capacité magique d'auto-guérison. À partir du moment où tu lui laisses la place, où tu lui donnes l'autorisation de se guérir, il le fera. Il sait quoi faire. Intuitivement, il sait quoi faire. Tu vois, nos cicatrices physiques, elles se guérissent toutes seules. Quand on a une ouverture, ça se referme, ça se guérit, ça cicatrise. Voilà. Eh bien, pour les blessures de l'âme, du cœur, les blessures psychologiques et émotionnelles, c'est pareil. On sait comment guérir spontanément. Donc, laisse venir ce qui vient. Juste accueille, en fait. Accueille-toi entièrement. Accepte de te sentir comme ça. Accueille tes émotions. Et dis-moi ce que tu as fait. Dis-moi ce que tu as fait, ce que ça t'a fait ressentir. Et si tu as vécu notamment des violences sexuelles, ou tu as grandi dans un climat incestuel sans forcément passage à l'acte, ou peut-être que tu as des doutes, c'est aussi possible que tu as des doutes d'avoir vécu quelque chose de grave, mais que tu ne t'en rappelles pas. C'est ce qu'on appelle aussi l'amnésie traumatique. C'est aussi possible. Peut-être que là, de m'entendre parler de ces sujets, ça t'a réactivé des choses, tu sens que ça remue quelque chose, mais tu ne sais pas vraiment quoi. Eh bien, je t'invite à rester connecté pour le prochain épisode dans lequel je vais parler de ce qu'est une mère incestuelle et comment on en guérit. Voilà. Et surtout, rappelle-toi, tu n'es plus seule maintenant. Tu fais partie de la belle communauté des briseuses de cycles. Fais-toi un gros câlin, tout simplement parce que tu le mérites. À bientôt.